3 heures de cours en pharmacologie au cours de cet enseignement. C'est réparti à peu près, je peux les répartir grosso modo entre 2 heures sur les anti-inflammatoires et une petite heure sur les médicaments du remodelage osseux. Mais comme c'est réparti en 2 fois 1 heure et demie, il va y avoir un chevauchement. Aujourd'hui, on n'aura pas fini les anti-inflammatoires. Alors pourquoi est-ce que les anti-inflammatoires sont des médicaments importants? Parce qu'on les utilise beaucoup. Et ce n'est pas pour rien que dans le programme, ça vous paraît loin, mais ça va venir très très vite. Dans le programme de l'examen national classant, ce sont des rares classes médicamenteuses pour lesquelles vous avez des objectifs spécifiques, à savoir concernant les glucocorticoïdes et concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc j'ai essayé de vous faire le cours, le diaporama, de façon à ce que ce soit compréhensible en D1, mais qu'il y ait l'essentiel des mots-clés pour l'examen national classant. Donc normalement, vous devriez pouvoir le reprendre et j'espère que ça vous sera utile. Alors la réaction inflammatoire, eh bien, on a tous la possibilité de monter une réaction inflammatoire. Rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus. C'est uniquement une orientation très pharmacologique, donc un petit peu tendancieuse, mais pour servir l'explication sur les médicaments. Donc la réaction inflammatoire dans le sens de l'immunité innée, non spécifique de l'antigène, c'est une réaction de défense qui est nécessaire et absolument bénéfique contre les agressions exogènes, quels que soient les types d'agressions exogènes, qu'elles soient physiques, chimiques, toxiques, venant de produits radioactifs. La liste est non limitative. Donc elle est nécessaire et elle est bénéfique, mais elle va être à la source d'une réaction inflammatoire, donc d'une douleur et d'autres inconvénients qui font qu'on aura envie, dans certaines circonstances, de la limiter. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, une inflammation excessive, et d'autant plus, surtout si elle est persistante, si elle devient subaiguë ou chronique, elle va être à l'origine de dommages tissulaires, de lésions tissulaires et comment dire, et ce que l'on peut rencontrer au cours d'affections chroniques. Alors là, vous avez une liste qui est absolument minuscule d'affections médicales où la réaction inflammatoire et les médiateurs de l'inflammation jouent un rôle important. À titre d'exemple, simplement pour vous montrer que ça couvre des domaines extrêmement divers de la pathologie, puisqu'il y a le choc septique après une infection, notamment à bacille gram négatif, les réactions allergiques, l'asthme, la maladie asthmatique, et puis pour les maladies chroniques, eh bien, tout le cortège des maladies auto-immunes, en particulier les maladies chroniques auto-immunes que l'on appelle spécifiques d'organes, parce qu'il va y avoir un organe ou un tissu plus spécifiquement atteint. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est la synovite. Dans la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique intestinale, mais il y a aussi des atteintes, des maladies touchant le rein, la thyroïde, le système nerveux central, la peau, le psoriasis. Dans le mécanisme physiopathologique du psoriasis, c'est la même chose que la maladie de Crohn, c'est la même chose que la polyarthrite rhumatoïde. Ce qui fait que les médicaments que vous pourrez utiliser dans ces différentes maladies peuvent être communs. Alors, en général, c'est difficile dans les documents de trouver un résumé de la réaction inflammatoire. Donc là, je vous redonne un peu ma façon de voir les choses de la réaction inflammatoire sous l'angle pharmacologique. D'accord ? Donc cette diapositive est relativement importante parce qu'elle vous permet d'avoir un petit peu une réaction globale, une vision globale des choses. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, tout ce que je vous dis, c'est toujours en pensant à la thérapeutique. Tout ça, ça va vous être utile pour les médicaments que vous allez administrer. Toute votre vie, vous allez administrer des anti-inflammatoires. Que ce soit à l'hôpital ou c'est en ville, c'est une classe que vous devez, des médicaments que vous devez parfaitement connaître, parce que vous allez beaucoup les utiliser.
Donc, deux cytokines qui jouent un rôle absolument primaire et central, initial, donc en amont de la réaction inflammatoire. C'est le TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor, et l'interleukine 1 bêta, qui peuvent être produits, qui sont produits par les monocytes macrophages, mais qui sont en fait aussi, qui peuvent être produits par de nombreux autres types cellulaires dont je ne vous parlerai pas, ce n'est pas l'objet du cours. Donc en présence d'un stimulus divers, enfin de nature variée, on va induire la synthèse et la sécrétion de cytokines dites d'alarme ou cytokines primaires, qui sont le TNF donc, et l'IL1, qui vont, elles, activer plein de systèmes. Et d'une façon schématique, pour mémoriser ça dans votre tête, il faut considérer qu'il y a 3 grands types de choses qui sont activées par ces cytokines d'alarme. On va induire, elles vont favoriser la synthèse de cytokines qui vont être dites secondaires par opposition à primaires. Alors tout d'abord, elles peuvent induire leur propre production. Donc vous voyez qu'on a une boucle d'amplification entre TNF et IL1, primaire et secondaire. Induction de cytokines qu'on appelle des chimiokines qui vont permettre le recrutement de leucocytes au niveau du site inflammatoire. Induction, action au niveau du foie pour aller agir, enfin par l'intermédiaire d'autres cytokines qui vont aller agir au niveau du foie. Ces cytokines vont permettre aussi la croissance des vaisseaux et du tissu conjonctif. Ça va permettre l'amorce, la mise en place de la réparation tissulaire, parce que vous savez bien que si vous vous blessez, si vous avez une épine, il y a d'abord la réaction inflammatoire, et puis après, il va falloir en guérir de cette réaction inflammatoire. Et toute cette réaction, c'est un peu comme une symphonie, tout est orchestré, et s'il y a une étape qui est altérée, ça peut avoir des conséquences sur la réaction finale. Des cytokines qui jouent un rôle important dans l'hématopoïèse. Quand on est inflammatoire, on augmente ses leucocytes, on augmente ses neutrophiles. C'est dû à des cytokines. Et puis ce qui est très important aussi, c'est que ça va favoriser la réponse immune spécifique en faisant produire, surtout quand on a un antigène qui va être reconnu et avec la collaboration entre les lymphocytes et les macrophages, eh bien les cytokines de l'immunité de type TH1, c'est-à-dire, à titre d'exemple, enfin pas d'exemple, essentiellement l'interleukine 2 et l'interféron gamma. Alors la diapo suivante, elle est juste mise à titre indicatif, je ne vous demande pas du tout de la savoir, c'est la même chose, mais en vous donnant un peu, si vous voulez un peu comprendre ce qui se passe, les médiateurs qui sont produits par rapport à toute cette cascade de la réaction inflammatoire. Donc dans l'hématopoïèse, le granulocyte, colony stimulating factor, eh bien c'est très important, c'est tellement important qu'on en fait un médicament, pour faire augmenter le neutrophile quand on en a besoin. La réponse immune spécifique, je vous en ai déjà parlé de 2. Il y a d'autres cytokines qui sont très importantes comme l'IL-12 et l'interleukine 18. Pour les vaisseaux, vous avez des cytokines comme le vascular, endothélium, growth factor. Au niveau du foie, une cytokine très importante, l'interleukine 6, dont une des cibles principales est le foie, qui va aller agir pour augmenter la synthèse des protéines de la réaction inflammatoire, modifier les cytochromes, etc. L'IL-8 est une chimiokine importante. Alors, j'ai oublié, excusez-moi, dont les cytokines secondaires, les molécules, induction de molécules d'adhésion qui vont permettre aux neutrophiles de se coller à l'endothélium vasculaire et puis après de migrer et de recruter au niveau du leucocyte. Et puis pour le pharmacologue et pour les cliniciens, augmentation d'activité enzymatique, des métalloprotéases qui vont dégrader la matrice extracellulaire, l'induction d'enzymes très importantes, la cyclooxygénase de type 2, et la NO synthétase inductible. Alors pourquoi est-ce que la COX-2 c'est important? Parce qu'elle, on va en reparler plus tard, elle est à l'origine de la synthèse des prostaglandines et les prostaglandines sont des effecteurs importants de la réaction inflammatoire. Et les principaux médicaments dont on dispose au jour d'aujourd'hui sont des médicaments qui vont aller agir
sur les cytokines d'alarme TNF et interleukine 1 bêta. Et la deuxième grande classe, c'est les médicaments apparentés à l'aspirine qui vont inhiber la synthèse des prostaglandines. Tout ça, ça va permettre de mettre en place la réaction locale, éventuellement la réaction générale systémique avec la fièvre, les courbatures, l'asthénie, tout ce que vous pouvez rencontrer au cours d'un syndrome grippal, hein, et puis la phase de réparation, la cicatrisation. Le TNF-alpha, vous avez certainement eu des cours dessus, j'imagine, hein, donc je ne vais pas vous le passer en revue, c'est simplement pour vous montrer que le TNF a énormément, il agit par l'intermédiaire de récepteurs. Ces récepteurs sont exprimés par de très nombreuses cellules, dont les principales sont représentées ici, et donc les cibles cellulaires du TNF-alpha sont toutes celles-là, et encore d'autres, hein. Donc vous voyez, aussi bien en périphérie que dans le système nerveux central, le système vasculaire et différents tissus. Ça, c'est une vieille diapositive qui avait été faite il y a 20 ans maintenant par le pape des cytokines à l'époque, et M. Dinarello, qui est un grand monsieur, et qui a fait de très jolis articles à ce sujet, et qui montre que le TNF, on en a besoin en quantité pour se défendre. Quand il y en a un peu de produit, ça va. Quand on commence à en produire trop, on va commencer de façon chronique à maigrir, à ne pas aller très bien, à ne pas avoir faim. Encore plus des lésions tissulaires, et si on en produit des quantités massives, eh bien ça peut conduire au décès de l'individu. Donc l'objectif thérapeutique en s'opposant au TNF, c'est un vœu pieux. Ce qu'on aimerait faire, hein, c'est bloquer les quantités trop grandes de TNF qui sont délétères, tout en préservant une petite quantité, les petites quantités qui peuvent être produites et qui sont nécessaires pour se défendre des agressions extérieures. Donc le cours qui va se passer à peu près sur 2 heures, donc les médiateurs de l'inflammation, hein, ce sont des cibles, des agents pharmacologiques, sont les cibles des médicaments. Et comme je vous l'ai dit, 2 grands types de cibles, les cytokines pro-inflammatoires, avec des médicaments qui vont être spécifiquement anti-TNF ou anti-interleukine 1, et en fait ce sont les médicaments les plus récemment découverts. Des médicaments qui sont non sélectifs, qui vont aller bloquer le TNF, mais qui vont aussi agir sur plein d'autres cytokines et sur plein d'autres médiateurs de l'inflammation, qui sont les glucocorticoïdes. En clinique, on vous parle toujours de corticoïdes, mais sous-entendu glucocorticoïdes, on va voir pourquoi. Le synonyme, c'est anti-inflammatoire stéroïdien, hein, parce qu'ils ont une structure chimique stéroïdienne. Quand on a découvert les glucocorticoïdes, on s'est rendu compte qu'ils avaient un intérêt fabuleux et qu'ils guérissaient des maladies, ça c'est dans les années 1940-1950, qu'ils guérissaient et qu'ils sauvaient des gens. Donc les glucocorticoïdes sont des médicaments extraordinaires. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pharmacovigilance, mais on s'est tout de suite rendu compte que c'était des bénéfices énormes, mais qu'il y avait aussi, on a très vite identifié les risques, les effets indésirables de ces glucocorticoïdes. Donc on a cherché des médicaments qui étaient anti-inflammatoires, sans avoir la structure chimique stéroïdienne. Et c'est pour cela qu'on les a appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le chef de file des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est l'aspirine. Alors c'est un chef de file un peu particulier parce qu'il possède des caractéristiques qui lui sont propres. Donc c'est à la fois le chef de file, mais il est à la fois très compliqué et aussi très intéressant. Et ces anti-inflammatoires stéroïdiens et l'aspirine ont tous en commun d'inhiber la synthèse des prostaglandines, et c'est leur mécanisme d'action anti-inflammatoire. Donc première partie, hein, les médicaments qui ciblent les cytokines pro-inflammatoires. Je ne vais pas du tout développer le cours sur les anti-TNF et les anti-interleukine 1 parce que d'abord il n'y a pas le temps, et je crois aussi que c'est fait en rhumatologie, mais je vais simplement vous montrer le niveau d'action des anti-TNF que l'on utilise actuellement, puisque
ils sont largement utilisés à l'hôpital et maintenant aussi en médecine de ville. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc les anti-TNF, au jour d'aujourd'hui, et les anti-L1 sont des médicaments biologiques, c'est-à-dire que ce sont des protéines qui sont produites par... ce sont des produits recombinants, hein, et qui sont sélectifs de la cytokine considérée, tandis que les médicaments classiques, excusez-moi, qui sont essentiellement les glucocorticoïdes, eux, ne sont pas sélectifs du TNF ou de l'IL1, vont avoir des actions multiples, on va voir pourquoi. Bon, un schéma sur le TNF, deux types de cellules concernées, qui peuvent d'ailleurs être les mêmes, mais ça n'a pas d'importance pour vous. Les cellules productrices du TNF, synthèse, on a du pro-TNF qui est lié à la membrane cellulaire, qui en fait est transmembranaire et qui est actif. Là, il y a une enzyme de clivage qui peut libérer dans le milieu extracellulaire, et y compris dans le sérum, le TNF. Le TNF a tendance à se mettre spontanément sous forme d'un trimère, et c'est le trimère qui va aller se fixer sur ces récepteurs spécifiques dans la cellule cible du TNF. Et il y a deux types de récepteurs, des récepteurs de masse molaire de 55 kDa et de 75 kDa, d'où l'appellation qui est écrite ici. Il existe aussi à l'état physiologique un récepteur soluble présent dans le sérum du TNF, dont le rôle, une fois que le TNF circulant est fixé à ce récepteur soluble, eh bien, il a la même couleur que cela, mais il n'a pas du tout la même fonction, puisque ce récepteur soluble, lui, il n'est pas du tout couplé à une cellule, il est circulant, et il va donc servir de stockage au TNF, et de ce fait, le TNF qui va lui être fixé ne pourra pas aller agir sur les récepteurs pour aller activer les cellules. Logiquement, deux types de médicaments anti-TNF, les anticorps monoclonaux, qui sont spécifiquement dirigés contre un des deux types de TNF, le TNF-alpha, qui est le principal TNF de la réaction inflammatoire, qui est celui produit par les macrophages. Et vous avez deux anticorps monoclonaux largement maintenant utilisés en thérapeutique. La dénomination commune internationale DCI, c'est infliximab, commercialisé sous le nom de Remicade, et l'adalimumab, commercialisé sous le nom de Humira. Là, je vous mets juste ça pour mémoire, je ne vous demanderai pas ça à l'examen, mais vous allez le voir utilisé à l'hôpital, donc ça va vous être utile. Et puis l'autre grand type d'anti-TNF, c'est un médicament qui s'appelle l'étanercept. Il y en a d'autres qui sont en gestation et qui vont bientôt arriver sur le marché, qui est commercialisé sous le nom de Enbrel. Et bien lui, c'est le récepteur soluble du TNF, puisqu'on l'a séquencé, donc on peut le fabriquer, on peut fabriquer le produit recombinant. On l'a couplé à une immunoglobuline pour augmenter sa demi-vie dans l'organisme, et quand on l'administre, eh bien, il va fixer le TNF circulant et il va donc aller l'empêcher d'agir sur les cellules cibles. Donc vous voyez, le récepteur soluble, l'étanercept, lui, il peut aller fixer à la fois le TNF-alpha et le TNF-bêta. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'était pour nos anti-TNF, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Vous remarquez simplement que les anticorps monoclonaux anti-TNF agissent à tous les niveaux du TNF, que ce soit le transmembranaire, le circulant, et vont aller l'empêcher d'aller agir sur les récepteurs. Donc on comprend pourquoi c'est particulièrement efficace, particulièrement puissant. Surtout que l'affinité anticorps-antigène est très importante. Maintenant, pharmacologie des glucocorticoïdes. Alors ça, c'est le plan qui va être suivi. Le mécanisme d'action anti-inflammatoire, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Propriétés gluco versus minéralocorticoïdes, durée d'action, les propriétés pharmacologiques d'intérêt thérapeutique, les effets indésirables et quelques principes fondamentaux.
si on s'intéresse exclusivement au TNF, on sait maintenant que une des cibles importantes de l'action des glucocorticoïdes en tant qu'anti-inflammatoire, c'est l'inhibition de la synthèse du TNF par tous les glucocorticoïdes de synthèse qu'on utilise, tels que le cortencil qui est le plus utilisé chez les patients. Mais comme je vous l'ai dit, ça inhibe la synthèse de nombreux autres cytokines et de nombreux autres médiateurs. Alors pourquoi est-ce que ça agit justement sur de nombreux médiateurs? C'est ce qu'on va voir dans les 2 diapositives suivantes. Il existe un facteur cellulaire, est-ce qu'on vous a déjà parlé du NF-κB? Oui, d'accord, donc je vais aller vite. La membrane cellulaire, la membrane nucléaire, en présence de très nombreux stimulus pro-inflammatoires, des agents microbiens, des agents, etc., ou même du TNF, fixation sur des récepteurs. Le cascade, je ne rentre pas du tout dans les détails de la biologie moléculaire parce qu'en plus, vous connaissez ça certainement beaucoup mieux que moi. En tout cas, ensemble de réactions de phosphorylation, et ces réactions de phosphorylation vont aller libérer le NF-κB, c'est-à-dire nuclear factor κB, c'est donc facteur nucléaire, à l'état basal, au repos, quand vous n'êtes pas inflammatoire, c'est-à-dire normalement maintenant, le NF-κB est couplé, j'ai perdu la souris, le NF-κB est couplé à un inhibiteur, simplement appelé IκB, et en présence du stimulus pro-inflammatoire, on va libérer le NF-κB de l'IκB, et ce NF-κB qui est dans le cytosol va transloquer dans le noyau, et dans le noyau, il va trouver des séquences qui lui sont spécifiques, auxquelles il pourra aller se fixer, et il va aller stimuler, il va agir sur des gènes qui codent pour une multitude de médiateurs de l'inflammation. Et donc le NF-κB va induire la synthèse de protéines, au premier rang desquelles les cytokines pro-inflammatoires, telles que le TNF, mais également d'autres cytokines, y compris des cytokines Th1, induction des molécules d'adhésion, induction des protéases, induction de la COX-2, induction de la noce inductible et induction des protéines de la réaction inflammatoire. Donc, vous voyez, le facteur nucléaire κB joue un rôle central au point de vue mécanistique dans l'induction des protéines de la réaction inflammatoire. Eh bien, le principal, même si dans des bouquins, c'est pas ça qui est écrit, parce que vous allez voir plein de choses écrites sur les glucocorticoïdes, le principal mécanisme d'action anti-inflammatoire des glucocorticoïdes, c'est l'inhibition du NF-κB. Vous donnez le glucocorticoïde. Alors, contrairement à beaucoup d'autres médicaments, il n'agit pas sur des récepteurs membranaires. Le glucocorticoïde, il rentre dans le cytosol. Dans le cytosol, il trouve des récepteurs qui lui sont spécifiques. Et c'est le complexe glucocorticoïde récepteur spécifique au glucocorticoïde qui va aller, là aussi je vous passe les détails de la réaction, qui va aller bloquer le NF-κB, qui va l'empêcher de transloquer dans le noyau et donc qui va inhiber la synthèse de toutes les protéines, y compris de nos cytokines d'alarme, TNF, interleukinin, bêta. Donc avec ce schéma, un des intérêts, c'est de voir que les glucocorticoïdes comme anti-inflammatoires, eh bien ça met du temps à agir. Ce n'est pas un médicament d'urgence. Parce que le temps de bloquer des synthèses protéiques, cela prend plus d'1 heure. Donc que ce soit si vous faites des manips expérimentales in vitro ou chez l'homme, quand vous avez un patient qui est en train de faire un choc anaphylactique devant vous et qui est en train de mourir de son choc anaphylactique, eh bien les glucocorticoïdes peuvent avoir un effet bénéfique, mais il ne faut pas donner que des glucocorticoïdes parce que votre patient il peut mourir avant que le glucocorticoïde il fasse son effet. Donc quand un patient fait un choc anaphylactique, on lui donne de l'adrénaline pour limiter la vasodilatation périphérique et puis on lui donne aussi des glucocorticoïdes pour lutter contre la réaction inflammatoire immunoallergique. Mais ça n'agit pas tout de suite et ce n'est pas ça qui sauve sur le coup votre malade.
Donc ça, c'est éventuellement important à savoir. Donc c'est le principal mécanisme d'action qu'on appelle transrépression, mais c'est surtout ce schéma-là qui est important. Il y a aussi d'autres mécanismes que vous pouvez voir dans vos bouquins, qui est une transactivation, où là, c'est le complexe glucocorticoïde récepteur qui va aller se combiner dans le noyau à des séquences qui sont spécifiques, qu'on appelle des GRE. Je ne vous le prononce pas en anglais parce qu'en général, ça fait rire tout le monde. Et une fois que vous avez... ça induit toujours une synthèse, mais là, vous comprenez bien que si on veut que ce soit anti-inflammatoire, il faut que ça induise la synthèse de médiateurs anti-inflammatoires. D'accord ? Donc, exemple, pour faire simple, une molécule qui va inhiber la phospholipase A2, je vous en parlerai après, ou induction de la synthèse de l'inhibiteur, de un des inhibiteurs de kappa B. Mais c'est certainement moins important. Et puis, il y aurait aussi une action non génomique dont je ne vous parlerai pas. Voilà pour le mécanisme d'action. Maintenant, minéralocorticoïdes versus glucocorticoïdes. Un petit rappel presque mnémotechnique, parce que je crois que ce n'est pas très facile de s'en souvenir. La surrénale, corticosurrénale, médulosurrénale. Ne confondez pas médulosurrénale et minéralocorticoïde, non. Retenez, c'est facile comme moyen mnémotechnique. La corticosurrénale, elle produit deux types de corticoïdes. Corticocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, qui est le cortisol. Le synonyme, c'est hydrocortisone. Et les minéralocorticoïdes, qui est l'aldostérone. Alors, pourquoi vous parlez de ça? Eh bien, parce qu'on différencie les propriétés glucocorticoïdes des propriétés minéralocorticoïdes. On prend le cortisol, et le cortisol, et si expérimentalement, on évalue sa propriété anti-inflammatoire, on s'est rendu compte que des médicaments comme le cortisol, ça fait augmenter aussi la glycémie, parce que ça agit sur la néoglucogénèse. Donc, arbitrairement, si on attribue au cortisol une puissance d'action, c'est arbitraire. Une puissance d'action égale à 1, on constate que le cortisol possède des propriétés anti-inflammatoires, possède des propriétés hyperglycémiantes et possède aussi un peu de propriétés de rétention sodée et donc de rétention hydrosodée avec l'eau qui suit. Ça, c'est notre corticoïde endogène physiologique. Si on prend un glucocorticoïde de synthèse, le plus utilisé, un des plus utilisés, c'est la prénisolone. La prénisolone, elle est 4 fois plus puissante. Ça veut dire que pour obtenir le même effet anti-inflammatoire que le cortisol, il faut en donner 4 fois moins. Ça ne veut pas dire qu'on a plus d'effets, c'est simplement qu'il faut en donner moins pour avoir le même effet. Si on regarde du coup la concentration qui fait augmenter qui agit sur la néoglucogénèse, eh bien c'est exactement aussi 4 fois plus puissant, mais en revanche, on a un peu moins de rétention sodique que le cortisol. Si on prend un autre corticoïde encore plus puissant, on voit que effet anti-inflammatoire 30 fois plus puissant, c'est-à-dire qu'il faut 30 fois moins que le cortisol. Pour la néoglucogénèse, c'est pareil, pratiquement aucune action de rétention sodée. Et si on considère le minéralocorticoïde endogène, vous voyez qu'il est dépourvu d'action anti-inflammatoire, il est dépourvu de propriétés hyperglycémiantes, et il est très puissant pour entraîner une rétention hydrosodée. Donc, ce qui veut dire, pour vous, cliniciens, qu'on voit clairement avec ces expériences qu'on peut dissocier les propriétés anti-inflammatoires glucocorticoïdes et les propriétés minéralocorticoïdes représentées par la rétention hydrosodée. Et quand le but est anti-inflammatoire, eh bien on essaye, donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser
des médicaments comme la prednisone ou la prednisolone plutôt que le cortisol, puisqu'on a l'effet glucocorticoïde. Dans certains cas, on peut aussi préférer des corticoïdes comme la dexaméthasone, mais on verra pourquoi on ne les utilise pas toujours. Et la raison pour laquelle on n'utilise pas toujours la dexaméthasone, elle est sur diapositive. Ça, c'est une autre chose aussi qui va vous servir tous les jours, hein, c'est d'avoir à l'esprit que ces différents corticoïdes n'ont pas la même demi-vie plasmatique et n'ont pas la même demi-vie biologique, c'est-à-dire la même durée d'action. Vous remarquez que pour une fois, d'habitude quand on vous parle de médicaments, la durée d'action, elle est à peu près égale à la demi-vie plasmatique de votre médicament. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Eh bien, notamment à cause de l'action sur les synthèses protéiques. Comprenez que l'action, il va y avoir un délai, mais ça va durer plus longtemps. Votre cortisol, il est rapidement éliminé et la demi-vie biologique, elle est aux alentours de 8-12 heures. C'est des chiffres à peu près indicatifs. Mettez-vous plutôt au dernier rang, ça fera moins de bruit. Donc, si vous donnez du cortisol, en général, on le donne 2 fois par jour. Prednisolone, qui est le glucocorticoïde le plus utilisé, durée d'action à peu près 24 heures. La dexaméthasone a une demi-vie plus longue et va agir au moins 48 heures. Et je vous ai mis aussi à titre indicatif la fluticasone, qui est un glucocorticoïde qu'on utilise dans l'asthme de façon inhalée. Normalement, il a essentiellement un effet local dans la maladie asthmatique, mais il y en a une petite partie qui peut passer dans la circulation générale. Et pour les pharmacologues et pour la pharmacovigilante que je suis, c'est la catastrophe. Parce que la fluticasone a une demi-vie plasmatique inacceptablement longue. Ce qui veut dire que quand vous avez de la fluticasone qui passe dans la circulation systémique, ça a un effet corticoïde, glucocorticoïde extrêmement prolongé, avec tous les inconvénients dont on va parler tout à l'heure. Donc, les glucocorticoïdes que l'on utilise pratiquement toujours dans les traitements prolongés par voie orale, eh bien, c'est la prednisone ou la prednisolone. La différence entre les deux, on utilise surtout la prednisone, mais en fait la prednisone dans l'organisme, elle est transformée en prednisolone, et c'est la prednisolone qui possède l'activité pharmacologique. Mais vous, en pratique, vous allez utiliser la prednisone qui est commercialisée sous le nom de Cortensil pour la voie orale. On n'utilise jamais pour les traitements prolongés des corticoïdes comme la dexaméthasone par voie orale, parce que la demi-vie est trop longue. Et ça a des inconvénients qu'on verra. Alors maintenant, il y a un chiffre à connaître, c'est la production basale physiologique de cortisol. Par jour, aux alentours de 10 à 20 mg. Ça doit être dans votre tête et ça doit vous servir de référence quand vous utilisez les glucocorticoïdes anti-inflammatoires. Au cours des stress, on a plus besoin de cortisol. Si on n'a pas de cortisol, on meurt. Et ça a augmenté jusqu'à 10 fois. Et l'autre point important, c'est qu'il y a un rythme circadien avec normalement un pic, enfin je dis normalement, sauf chez les gens qui sont décalés, qui vivent la nuit, qui dorment le jour, mais avec un rythme nictéméral normal, le pic plasmatique de cortisol, c'est le matin, vers 8 heures. Donc, quand en clinique, vous dosez le cortisol chez un patient, il faut toujours aller doser le cortisol vers 8 heures du matin. Voilà. Là, je vous ai mis les dysfonctionnements endocriniens, ça c'est un rappel, vous devez savoir par cœur. L'insuffisance surrénalienne et 2 types de maladies endocriniennes. Si on manque de cortisol, c'est l'insuffisance surrénalienne et ça inclut la maladie d'Addison. Et si on a trop de cortisol, ça induit
des troubles cliniques, métaboliques, etc., qui s'appelle le syndrome de Cushing. Alors, en médecine, dans les dossiers cliniques, vous allez voir corticoïdes 10 mg. Est-ce que ça veut dire que votre patient va recevoir, ou corticoïdes 1 mg kilo, est-ce que ça veut dire que votre patient il va recevoir 1 mg kilo de cortisol ou 10 mg de cortisol? Non. Donc ça, c'est du pratique. En médecine, on a l'habitude, quand on traite les patients, d'exprimer la dose de glucocorticoïdes anti-inflammatoires immunosuppressives en équivalent de prednisone ou de prednisolone, c'est-à-dire ce qui est la même chose. Comme la prednisolone est 4 fois plus puissante que le cortisol, on vient de le voir, eh bien 5 mg par jour de cortisol, c'est l'équivalent de 5 mg par jour de cortensil, excusez-moi, sont l'équivalent de 20 mg par jour de cortisol. Donc, quand votre patient reçoit cette dose, c'est proche de la production physiologique. En revanche, maladie inflammatoire, maladie auto-immune grave, poussée de lupus, on donne volontiers 1 mg kilo jour de cortensil. Vous voyez que vous êtes très au-delà de la production physiologique. Donc, de façon simplifiée, vous devez considérer que, en fonction des doses que vous allez administrer de glucocorticoïdes, si vous êtes proche de la production physiologique, on aura des effets plutôt physiologiques. Donc, pas beaucoup d'effets anti-inflammatoires, mais pas beaucoup d'inconvénients. Et plus vous allez augmenter les doses de corticoïdes, plus vous allez être anti-inflammatoire, mais plus vous aurez des effets indésirables. Propriétés pharmacologiques d'intérêt thérapeutique. La principale, c'est anti-inflammatoire, ça je vous rabâche les oreilles avec, et immunosuppressive. Et comme ces deux propriétés résultent de l'inhibition de la synthèse des cytokines inflammatoires et de la synthèse des cytokines, en particulier TH1, eh bien, on est incapable de dissocier ces deux propriétés. Ce qui est intéressant au point de vue thérapeutique, mais qui est aussi le prix à payer de l'action anti-inflammatoire. Du moment que vous avez cette propriété-là, vous allez diminuer les défenses immunitaires. On va aussi en reparler au niveau des effets indésirables. Alors, anti-inflammatoires, eh bien, ce sont d'extraordinaires médicaments qui agissent sur ce qu'on appelle, ça a été défini il y a 2000 ans, les signes cardinaux de l'inflammation, rougeur, chaleur, édème, douleur, merci, c'est le plus important. Et quel que soit pratiquement l'agent causal, donc ça agit sur toutes sortes de stimulus inflammatoires. N'oubliez pas néanmoins que même si on sauve des gens avec les glucocorticoïdes tous les jours, cela reste une action symptomatique. Symptomatique dans le sens qu'on ne guérit pas la cause de la maladie. On ne guérit que des conséquences délétères de la production massive, dérégulée des cytokines. Immunosuppressives, notamment via leur action sur les macrophages et les lymphocytes T, et c'est moins actif sur les lymphocytes B, moins actif sur la production d'anticorps. Les indications, on pourrait vous faire 2 pages d'indications des glucocorticoïdes. Si on veut les regrouper, on peut dire qu'il y a tout le cortège des maladies inflammatoires dysimmunitaires, tout le cortège des réactions immunoallergiques graves, donc ça c'est plutôt de l'aigu,
et tout le cortège du traitement et de la prévention du rejet de greffe. Toujours parce que comme on inhibe tout ce système-là, voilà. Autres actions dont on connaît un peu moins bien le mécanisme, c'est que les glucocorticoïdes, vous allez volontiers les voir utilisés en association avec d'autres antivomitifs dans les chimiothérapies anticancéreuses. Il y a une synergie d'action. Les principaux médicaments antivomitifs qu'on utilise au cours des chimiothérapies, ce sont les antagonistes des récepteurs de la sérotonine du type 3. Il y a plusieurs types de récepteurs de la sérotonine et le Zofren, que vous avez peut-être déjà vu utiliser, le Zofren, c'est le chef de file des antagonistes des récepteurs 5-HT3. Et on va associer à un corticoïde. Et puis une troisième propriété qui est la plus spécifiquement mise à profit par les hématologues, à forte dose, eh bien, les glucocorticoïdes peuvent aller induire la mort des cellules leucémiques et d'autres hémopathies de la lignée lymphocytaire. Et ils sont aussi très largement utilisés donc, dans certains types de leucémie. Voilà, avec ça, vous connaissez l'essentiel des propriétés bénéfiques des glucocorticoïdes. On n'a encore pratiquement rien fait de mieux. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'effets indésirables, essentiellement quand vous allez donner des traitements prolongés à dose élevée. Donc retenez, une petite dose de corticoïdes ou même une grosse dose de corticoïdes unique, il y a très peu d'inconvénients, mais du moment que vous allez utiliser les corticoïdes de façon prolongée à des doses supérieures à 20 mg de cortisol, vous allez avoir pratiquement 100% d'effets indésirables. Ça va être inévitable. Et c'est ça qui limite l'utilisation des glucocorticoïdes. Et c'est ça aussi qui vous explique le succès des anti-TNF, parce qu'ils ne partagent pas tous les effets indésirables des glucocorticoïdes. Alors, il y en a à peu près une dizaine d'effets indésirables. Risque d'infection augmenté. Ça résulte de la propriété immunosuppressive. On est plus sensible aux infections, en particulier aux infections à germes intracellulaires, comme la tuberculose. Quand une infection microbienne n'est pas traitée, on peut l'aggraver. On peut aussi activer un processus latent. L'exemple typique, c'est la tuberculose. Quelqu'un, il y a 20 ans, qui a attrapé la tuberculose, ou disons il y a 40 ans, à une époque où on n'avait pas vraiment de traitement très puissant sur le Mycobacterium tuberculosis. Il a gardé des cavernes. Dans les cavernes, il y a de la mycobactérie qui reste à l'état latent. Si vous, là-dessus, votre patient va très bien, n'a aucune tuberculose active, vous lui donnez une corticothérapie, eh bien, il va réactiver sa mycobactérie qui va se multiplier et qui va induire une tuberculose. Et puis, l'autre problème, c'est que ça supprime les signes d'appel infectieux. Une bonne corticothérapie, votre patient ne souffre pas, n'a pas de fièvre. Donc, si le corticoïde a favorisé une infection, vous n'aurez pas ces signes d'appel qui peuvent vous aider à penser qu'il y a une complication. Comme ça agit sur les cytokines de l'inflammation, ça ne va pas vous étonner que cela nuit à une bonne cicatrisation, une bonne réparation tissulaire. Donc, au niveau de la peau, et ça touche les différents épithéliums, au niveau de la peau, au niveau des muqueuses et au niveau de la cornée. Si vous avez un trou quelque part, que ce soit un trou dans la cornée, un trou dans l'estomac ou une lésion cutanée, si vous donnez un glucocorticoïde, vous allez agrandir le trou.
C'est pour ça que on se méfie des glucocorticoïdes chez des gens qui ont un ulcère d'estomac. Mais attention, hein, parce que là aussi il y a des bêtises écrites dans beaucoup d'endroits. Les glucocorticoïdes ne sont pas toxiques pour l'estomac, hein, n'induisent pas des ulcères. Hein, mais quand il y en a un, ils vont l'empêcher de cicatriser. Donc évidemment, ça peut être embêtant. Troisièmement, même s'il n'y a pas trop de commentaires, une chose très importante, retard de croissance chez l'enfant. L'enfant asthmatique qui a trop de corticoïdes, il va s'arrêter de grandir. Si vous continuez le glucocorticoïde toute sa vie, hein, on a vu ça, on voit encore ça chez des gens qui ont une cinquantaine d'années, qui sont atteints d'une polyarthrite rhumatoïde depuis l'enfance. Hein, on les a bourrés de glucocorticoïdes, y compris à l'âge adulte. Hein, et il y a des femmes comme ça qui mesurent 1m30, 1m40. D'accord ? C'est à cause du corticoïde. En revanche, si vous arrêtez la corticothérapie, quand il y a encore des cartilages de conjugaison. Cartilage de conjugaison, vous vous rappelez à quoi ça sert, hein, c'est ça qui fait grandir. Hein. Vous savez bien qu'à l'âge adulte, on n'a plus de cartilage de conjugaison. Hein. Normalement, passé 18 ans, à peu près, on ne grandit plus. Parce qu'on n'a plus de cartilage de conjugaison. Si vous arrêtez le glucocorticoïde à l'âge de 10-12 ans, enfin quand il y a encore des cartilages, ou à 14 ans s'il y a encore des cartilages, eh bien votre enfant pourra rattraper une partie de sa croissance. Donc vous voyez, le retard de croissance, il est irréversible si vous continuez le glucocorticoïde jusqu'à l'âge adulte, et il peut être réversible si vous arrêtez la corticothérapie quand il y a encore ces fameux cartilages. Les effets métaboliques, eh bien, action sur les 3 grands métabolismes. Action sur la néoglucogénèse, hyperglycémie, hein, ça c'est très important. Corticothérapie au long cours, vous verrez très souvent des décompensations de diabète. Hein. On va parler de diabète cortico-induit. Et chez un patient qui est diabétique traité par l'insuline, il y a une augmentation des besoins en insuline. Lipides, redistribution des graisses, c'est ce qu'on appelle typiquement la bosse de bison, Buffalo neck dans les publications anglo-saxonnes, et le faciès lunaire, hein, qui donne aux gens un air un peu bête, hein, alors qu'ils n'y sont pas du tout, hein, et qui peut être très pénalisant au plan social. Hein. En plus, il y a volontiers une érythrose faciale associée, donc c'est pas très plaisant du tout. Au niveau des protides, également une action importante, un bilan azoté négatif, c'est-à-dire que augmentation des besoins protidiques. Et ce qui se traduit notamment au niveau musculaire par une fonte musculaire, une amyotrophie. Alors il y a l'amyotrophie qui est pratiquement inévitable avec les traitements prolongés, et puis il peut y avoir, et c'est beaucoup plus rare, une atteinte musculaire spécifique qui est difficilement réversible et qui est une vraie myopathie, une vraie maladie du muscle. Ce que vous verrez surtout, c'est la myotrophie qui, elle, normalement est réversible après l'arrêt du traitement. Tous ces effets sont normalement réversibles. Bon, associé à tout ça, il y a volontiers une prise de poids. Sur l'os, 2 choses. Traitement prolongé à forte dose, vous allez pratiquement toujours avoir une ostéoporose. Donc en particulier, chez une femme ménopausée, réfléchissez bien avant d'introduire une corticothérapie au long cours. Hein, parce qu'une fois que vous l'avez introduite, elle va être encore plus à risque d'ostéoporose. Hein. Donc si vous continuez la corticothérapie, ben voilà ce que ça fait. Diminution en pratique de la taille
de l'individu. Pourquoi? À cause notamment de fractures vertébrales. Hein. Et il y a une autre complication osseuse redoutable qui n'a pas les mêmes particularités, qui est l'ostéonécrose de la tête fémorale, qui se voit avec des très grosses doses de corticoïdes, qui peut se voir en aigu, hein, et qui n'est pas aussi fréquente, heureusement. Équilibre hydroélectrolytique. Les glucocorticoïdes qu'on utilise conservent une action minéralocorticoïde, donc il y a toujours une rétention hydrosodée à l'origine d'une perte de poids, et il y a volontiers une hypokaliémie à cause de l'action minéralocorticoïde. On réabsorbe le sodium et on perd le potassium dans les urines, donc baisse de la kaliémie. Au niveau cardiovasculaire, ça favorise l'hypertension. Surveillez la pression artérielle chez vos patients. Ça favorise un peu le risque thrombogène. Il faut savoir y penser. Au niveau du système nerveux central et de l'œil, je vous rappelle que l'œil fait partie du système nerveux central, surtout à forte dose, y compris chez des gens qui n'ont aucun trouble psychiatrique. Hein. Vous pouvez induire des troubles du comportement parfois majeurs qui ont pu conduire quelquefois à des hospitalisations en psychiatrie temporaires, hein, avec des grands délires, hein, et qui sont complètement réversibles à l'arrêt du traitement. Et c'est dose dépendant, forte dose de corticoïdes. Les complications oculaires avec les traitements chroniques, c'est le risque de glaucome quand on fait des traitements locaux, et quelle que soit la voie d'administration locale, mais aussi la voie générale, le risque de cataracte. Un gamin qui aura reçu beaucoup de corticoïdes par voie générale pourra être opéré dans son jeune âge d'une cataracte bilatérale, ça arrive. Les effets cutanés, l'aspect général, je suis complètement en retard. C'est ça finit à 10... Ah non, 10h30. Ah, j'ai croyé que ça finissait à 10h. Bon, alors c'est bon. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi en retard. Donc ça va, alors on ralentit. Effet cutané, aspect général. Hein. Ça, c'est les effets des corticoïdes. Les corticoïdes, ils vont favoriser l'acné. Ils vont favoriser l'érythrose, notamment l'érythrose faciale, avec une peau fragile, amincie, qui va mal cicatriser quand on se cogne, quand on se fait des blessures minimes. Hein. Plus, si on prend trop de corticoïdes, eh bien on va avoir un syndrome de Cushing iatrogène. Vous êtes d'accord? Excès de corticoïdes, hein, c'est comme si on avait une maladie de Cushing. Et cette maladie de Cushing, j'avais un prof quand j'avais votre âge qui faisait des dessins assez géniaux. Il me faisait un dessin du bonhomme de Cushing. Bon, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, je vous ai cherché une photo sur Google. Donc, le syndrome de Cushing iatrogène, cliniquement, hein, si vous déshabillez votre patient, vous faites le diagnostic. Hein, enfin, ou du moins, grande présomption de diagnostic. Le faciès lunaire, l'érythrose faciale, l'obésité abdominale et l'amyotrophie de la racine des membres sup et des membres inf. Vous voyez, les petites jambes, petites épaules, un gros ventre, et puis il y a quelque chose de caractéristique dans les formes les plus graves, les vergetures pourpres. Hein, c'est-à-dire, c'est ces grandes vergetures, hein, qui là sont limitées à la paroi abdominale. C'est très difficilement réversible, hein, puisque c'est votre tissu sous-cutané qui est dilacéré. Hein, et c'est pour ça que je vous parle de déshabiller votre patient, parce qu'il y a 2 ans en pharmacovigilance, on a une dame qui a reçu trop de fluticasone par voie nasale, hein, en spray, qui a développé un gigantesque syndrome de Cushing, et le médecin de ville ne l'a pas déshabillée. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle en avait partout, la pauvre. Hein. Elle était couverte de vergetures pourpres, sous la poitrine, sur le ventre, sur les cuisses. Hein. S'il l'avait déshabillée, il serait dit qu'il se passait quelque chose. Hein. D'accord ? Donc n'oubliez pas.
Il y a aussi l'hyperpilosité, hein, évidemment plus évidente chez les femmes, plus gênante. D'accord, donc syndrome de Cushing. Du moment que vous donnez des doses élevées très prolongées, c'est aussi pas toujours dans la forme la plus grave que celle-là, mais ce sera fréquent. Le deuxième type d'effet indésirable, ce n'est pas pendant le traitement, c'est lié à l'arrêt du traitement. Et pourquoi c'est lié à l'arrêt du traitement? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'on a une dépression au cours de la corticothérapie par cortensile. On va avoir une dépression de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Physiologie. L'hypothalamus produit le CRF, corticotrophine releasing factor, ne riez pas s'il vous plaît, qui stimule l'hypophyse, qui va libérer l'ACTH, et vous savez que l'ACTH va stimuler la synthèse et la production de cortisol par la corticosurrénale. Comme toujours ou très souvent en endocrinologie, il ne faut pas que le système s'emballe, donc on a un système de régulation, un rétrocontrôle négatif. Quand on augmente trop les concentrations de cortisol, il y a une inhibition de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Eh bien, quand votre patient va être imbibé pendant des semaines par un corticoïde à 1 mg kg jour de cortensile, hein, il se comporte exactement comme le cortisol. Mais il est en très grande quantité, donc l'organisme dit ça ne va pas du tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va exercer votre cortensile va exercer un rétrocontrôle majeur sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse, qui va engendrer une mise au repos de la corticosurrénale. Et la corticosurrénale n'est plus capable de produire le cortisol endogène. Donc, si votre patient a été traité longtemps et que l'on a une mise au repos importante de la corticosurrénale, si vous arrêtez brutalement le cortensile, votre patient il n'a plus le corticoïde médicament et il n'est pas capable de produire de cortisol. Il se retrouve donc en insuffisance surrénale aiguë, qui est une urgence médicale dont on peut mourir. Hein. Donc, et qu'est-ce qui favorise cette mise au repos de l'axe? Les doses élevées, surtout si c'est un traitement prolongé, les glucocorticoïdes à longue durée d'action, et c'est la raison pour laquelle on ne donne jamais de dexaméthasone ou des corticoïdes à longue durée d'action comme ça pour les traitements long cours. On peut en donner de façon ponctuelle, c'est pas gênant, hein, mais pas pendant des semaines. Sinon, le patient après, vous n'arrivez pas à le sevrer en corticoïdes. Et sachez aussi que c'est possible même après un traitement local, hein, notamment cutané, ou bien, et parfois, pour l'asthme, avec la fameuse fluticasone que je n'aime pas. Quand vous diminuez une corticothérapie, vous verrez les schémas, on donne des doses élevées, et puis quand le patient va mieux, on va diminuer progressivement la corticothérapie. Comment est-ce qu'on peut faire quand on arrive aux alentours de 5 mg de cortensile? On se dit, tiens, je vais peut-être pouvoir sevrer le patient. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Quand vous arrivez à 5 mg de cortensile, vous arrêtez vous faites un test au synactène à votre patient. Vous allez lui administrer l'équivalent de l'ACTH et vous allez regarder s'il est capable de produire le cortisol. Et s'il est capable de produire du cortisol, ça veut dire que votre corticosurrénale, elle est fonctionnelle, donc je peux arrêter le cortensile.
Si la corticosurrénale ne répond pas, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez remplacer le cortencil par le cortisol, médicament, mais là que vous allez utiliser dans un but endocrinien, d'accord, pour remplacer la corticosurrénale déficiente. J'ai rien oublié. L'autre effet dû à un arrêt du médicament, ça peut être le rebond de la maladie. On va alors parler de corticodépendance. On ne parvient pas à sevrer le patient de corticoïdes parce que dès qu'on diminue les doses, sa maladie repart. Donc là, on a bien embêté. Que je vous ai mis en 12, mais ce n'était pas très logique. Et puis, même s'il faut le mettre dans les questions d'internat, la corticorésistance vraie, ça existe, mais c'est rare. Bon. Quelques principes fondamentaux qui vont vous servir toute votre vie, et quand vous allez dans les services, là, vous allez voir que tout le monde respecte ces principes. Au plan infectieux, comme c'est immunosuppresseur, il y a une contre-indication absolue au cours des infections virales graves telles que l'herpès, la varicelle, les hépatites virales et au cours des infections parasitaires, notamment l'anguillulose. Vous risquez une flambée de la maladie gravissime et par rapport à l'anguillulose, il y a dans la région parisienne beaucoup de gens qui sont originaires d'Afrique. Donc, avant de commencer une corticothérapie au long cours, en général, on va déparasiter le patient au cas où il aurait un parasite quelque part qui traîne et qui pourrait être réactivé du fait de la corticothérapie. On déparasite avant de commencer la corticothérapie. Il faudra bien sûr toujours surveiller votre patient par rapport à ce risque infectieux. Si pendant la corticothérapie, le patient développe une infection bactérienne ou microbienne, c'est un peu paradoxal. Bon, bien sûr, vous allez donner le traitement antibiotique spécifique adapté aux germes. Et en même temps, vous augmentez souvent les doses de corticoïdes parce que quand le patient est infecté, il y a une augmentation des besoins en corticoïdes. Donc c'est paradoxal, il ne faut pas en donner quand on est infecté, mais si on est sous corticoïdes et qu'on a une infection, eh bien on peut être amené à augmenter les doses de corticoïdes pour limiter les conséquences délétères de la réaction inflammatoire due à l'infection. Ça c'est important pour toute votre vie, jamais de vaccin vivant atténué. Il y en a quelques-uns, par exemple la fièvre jaune. Corticothérapie égale pas de vaccin contre la fièvre jaune. Et à cause de l'effet néfaste sur les processus de cicatrisation, on ne met jamais de gouttes de corticoïdes dans un œil sans avoir fait un examen ophtalmologique au préalable. Même s'il y a une pénurie d'ophtalmo, ça ne fait rien, parce que si jamais il y a une lésion cornéenne, il y a une petite ulcère de la cornée, ça peut aboutir au grand ulcère de la cornée. Et aussi pour être sûr qu'il n'y a pas une atteinte herpétique ophtalmique, parce que si vous mettez des corticoïdes sur un herpès oculaire, ça ne va pas du tout l'arranger. Alors, maintenant que je vous ai dit plein de choses négatives, il faut bien que vous ayez à l'esprit que si vous avez respecté ces quelques contre-indications qui sont très limitées, quand vous donnez une dose unique, même très élevée de corticoïdes, il y a très peu de risques. C'est-à-dire que si vous donnez une méga dose de corticoïdes à quelqu'un qui fait une réaction immunoallergique gravissime aiguë, vous ne posez pas de questions pataphysiques. Vous lui donnez son corticoïde dont il a besoin du moment qu'il n'y a pas un herpès qui se balade, etc. Traitement à court terme, eh bien là, il n'y a pratiquement aucune interrogation, aucune restriction
devant des affections qui mettent en jeu le pronostic vital. Ça sauve tous les jours des gens et c'est des merveilleux médicaments efficaces. Tous les problèmes vont venir des traitements prolongés. Avant de démarrer une corticothérapie, il faudra bien être certain que votre patient en a absolument besoin. Et à l'hôpital, ce n'est pas vrai, mais en médecine de ville, on ne doit donner de corticoïdes que quand on a une certitude diagnostique. Bon, à l'hôpital, vous verrez quelquefois en pathologie, on n'a pas de diagnostic, il y a le patient qui va super mal, on a cherché l'étiologie, on n'a rien trouvé. Quelquefois, on va se dire, ah, bon, je pense que c'est quand même une maladie dysimmunitaire et donc je vais lui donner des corticoïdes. Mais en ville, jamais. Il faut savoir de quelle maladie il s'agit. Pour ces traitements prolongés, je vous l'ai déjà dit, jamais de glucocorticoïdes à longue demi-vie, à longue durée d'action pour la voie générale. La posologie. Comme on a un rythme nictéméral du cortisol, quand on donne le corticoïde une seule prise le matin, eh bien on s'est rendu compte qu'une seule prise le matin déprimait moins l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc surtout jamais le corticoïde le soir. Il y a des gens qui croient que c'est parce que ça empêche les patients de dormir, ça les énerve. Non, non, c'est pas pour ça. C'est à cause de l'effet sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et d'ailleurs, chez l'enfant, à cause de l'effet sur la croissance, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait moins d'effets délétères sur la croissance si dès que c'est possible de passer à 1 jour sur 2, parce que comme ça repermet un peu entre 2 prises à la cortico-surrénale de ne pas être complètement bloqué tout le temps. Et puis, surtout, dès que c'est possible, la plus petite dose suffisante. De façon toujours à ne pas bloquer notre cortico-surrénale et de ne pas avoir tous les effets indésirables dont on a parlé. Compte tenu des effets indésirables, une corticothérapie au long cours nécessite une modification du régime diététique, du régime alimentaire. Tendance au diabète, à l'hyperglycémie, donc il faut un régime hypoglucidique et au besoin mettre en route une insulinothérapie qui sera temporaire, mais qui peut être indispensable chez certains patients. Régime hyperprotidique, puisque bilan azoté négatif. Rétention hydrosodée, il y a des patients qui prennent 5, 10, 20 kilos. En diminuant l'apport en sel, on va limiter cet effet-là. Et comme il y a une perte de potassium, il y a pratiquement toujours, vous devez pratiquement toujours apporter du potassium par voie orale pour ne pas avoir cette hypokaliémie. Et à cause du risque d'ostéoporose, apport de calcium et de vitamine D, et de plus en plus souvent, et maintenant ils ont l'autorisation de mise sur le marché, administration d'un biphosphonate. La perte osseuse, l'ostéoporose sous corticothérapie peut aller extrêmement vite. Et après, pour récupérer, c'est très très lent. Donc le biphosphonate va permettre de limiter cette perte osseuse et donc de limiter le risque de fractures, notamment des fractures vertébrales. Et pour terminer, la dernière recommandation aussi indispensable, c'est qu'il faut un traitement prolongé doit toujours être arrêté progressivement à cause de l'effet sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traitement prolongé? Eh bien, on admet que l'équivalent de 15 à 20 mg de prednisone, c'est-à-dire de cortencil, pendant 2 semaines ou plus. Bon, avant, quand j'avais, il y a 10 ou 20 ans, on disait plutôt plus court que ça. Donc ça, c'est vraiment impératif de faire un arrêt progressif quand vous avez donné cette dose-là pendant 2 semaines. Quelquefois, on peut être amené à faire un arrêt progressif même quand c'est un peu moins que 2 semaines.
Et puis quand vous êtes près de la dose physiologique, vous vous rappelez, vous faites le test, c'est ce qu'on appelle le test au synactène. Hein, dans les dossiers, vous allez volontiers voir ça. Hein, quand on arrive à 5 mg de cortencil, on regarde si la corticose surrénale répond à la CTH. Bon. Traitement chez les enfants, c'est généralement réservé aux spécialistes. Le plus court possible. Favoriser la voie locale, mais penser que même par voie locale, on peut avoir des effets systémiques, des effets généraux. Et si vous êtes médecin de ville un jour, vérifiez bien, parce que j'ai vu des médecins à la campagne qui utilisaient facilement les corticoïdes chez les enfants. Veillez bien à dire à la maman ou au papa que un glucocorticoïde prescrit une fois à un enfant, hein, eh bien c'est un traitement à ne pas renouveler et surtout jamais sans l'avis du médecin. Hein. Donc il ne faut pas que ça reste dans l'armoire de la maison. Hein. On jette. Tant pis. Est-ce que vous avez des questions sur les glucocorticoïdes? Tout est clair? Vous avez l'essentiel pour mener une corticothérapie chez vos patients? Non, on ne commence jamais un traitement progressivement avec un corticoïde. Hein. Non, quelquefois on peut être amené à donner une dose importante et puis on se rend compte qu'elle ne suffit pas, mais ça c'est exceptionnel. Quand un patient fait par exemple la grande maladie auto-immune, la poussée lupique, etc., on donne une grosse dose efficace, hein, pour bloquer le système, du genre 1 mg kg jour, et puis on va diminuer le plus rapidement possible. Hein, voilà. Grosso modo, les doses sont entre 0,5 et 2 mg kg jour, les doses de charge. Hein. Bon, on va commencer. Je suis désolée, c'est à cheval, mais je ne peux vraiment pas faire autrement parce que j'avais toujours demandé à avoir 2 heures plus 1 heure, mais ce n'est pas possible dans votre organigramme. Donc, si on veut arriver à tout boucler, on commence un petit peu. L'aspirine, chef de file des anti-inflammatoires non stéroïdiens, que tout le monde appelle AINS. Le médiateur cible, ce sont les prostaglandines. Tous les AINS ont en commun l'inhibition de la synthèse des prostaglandines. Toutes les propriétés pharmacologiques des AINS résultent de cette inhibition de la synthèse des prostaglandines. Les effets thérapeutiques et la plupart des effets indésirables. Et plus on est puissant anti-inflammatoire non stéroïdien, plus on aura d'effets indésirables, puisqu'ils sont corrélés au mécanisme d'action au mécanisme d'action de base. Alors les prostaglandines, qu'est-ce que c'est? Les prostaglandines, ce sont des médiateurs qui ont une demi-vie très courte dans l'organisme, qui sont produites qui peuvent être produites par pratiquement toutes les cellules de l'organisme. Hein, il n'y a essentiellement que le globule rouge qui n'est pas capable de produire des prostaglandines. Alors en fait, dans les noms, alors d'où ça vient, les prostaglandines et les autres métabolites? Donc, il existe de nombreux métabolites d'un acide gras qui est l'acide arachidonique. Alors, d'où vient-il? Acide gras d'origine alimentaire. Ils sont incorporés dans les membranes cellulaires au niveau, donc dans les phospholipides membranaires. La phospholipase A2 est une enzyme qui est l'étape limitante du système, et quand elle est activée, elle va libérer à partir des phospholipides membranaires l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique peut subir et est sujet à 2 grandes voies enzymatiques. La voie des lipooxygénases
qui va conduire à des produits HPE-TE, je vous passe le nom, je ne vous demanderai jamais de le savoir, HE-TE. Connaissez tout de même les leucotriènes, parce qu'il y a des médicaments qui agissent à ce niveau-là. Tous ces médiateurs ont des actions plutôt limitées à la bronchoconstriction et à l'édème. Donc, au jour d'aujourd'hui, les médicaments qu'on utilise qui bloquent cette voie-là sont plutôt utilisés dans l'asthme ou des maladies un peu apparentées. Je ne vais pas vous en parler. La voie de la cyclooxygénase, des cyclooxygénases, il y a essentiellement deux isoformes, la cyclooxygénase 1 et la 2, va conduire à la synthèse de médiateurs qui sont des prostaglandines. Il y a toute une série de prostaglandines. Les plus importantes dans la réaction inflammatoire sont la PG pour prostaglandine E2 et puis il y a aussi la PGF2-alpha. Pour vous, en pratique quotidienne, ça ne change rien du tout. C'est juste si vous faites de la recherche. Retenez le nom de prostacycline synonyme la PGI2, on va voir pourquoi. Et puis, il y a un autre produit qui n'est pas une prostaglandine à proprement parler. Et donc, prostaglandine et thromboxane A2, ça s'appelle des éicosanoïdes. Éico parce que l'acide arachidonique, c'est à 20 atomes de carbone. Les glucocorticoïdes, parmi leurs nombreuses cibles, sont capables d'inhiber la phospholipase A2. Donc vous voyez toujours l'action en amont des glucocorticoïdes, qui vont là, par rapport au métabolisme d'acide arachidonique, bloquer à la fois les métabolites formés par la lipooxygénase et ceux par les lipooxygénases, excusez-moi, parce qu'il y en a plusieurs, et les cyclooxygénases. Les AINS agissent ici, comme je vous l'ai déjà dit. Et pour les leucotriènes, il existe au moins un médicament utilisé en thérapeutique qui est un antagoniste des récepteurs aux leucotriènes et qui peut être utilisé dans l'asthme. Vous voulez le nom? Non. J'en avais assez comme ça. Ça, c'est pour... donc, je vous ai juste dit une toute petite bêtise. Tous ces métabolites, c'est tous qui sont des éicosanoïdes, puisqu'ils dérivent tous de l'acide arachidonique à 20 atomes de carbone. D'accord? Les 20 atomes de carbone, ils sont là. Ça, c'est la formule de l'acide arachidonique. Et ceux qui sont formés par la cyclooxygénase, on appelle ça les prostanoïdes. Donc, nos prostaglandines et le thromboxane A2. La formule chimique, bien sûr, vous n'avez pas à savoir. Les prostaglandines jouent un rôle important dans la réaction inflammatoire. On va revoir. Pour arriver à comprendre les subtilités des différences, c'est une façon là, très simplifiée de vous en parler, mais ça, il faut que vous le sachiez aussi, c'est que les deux isoformes sont présentes à l'état basal, ce qu'on appelle à l'état constitutif. Selon les tissus considérés, c'est soit la COX-1, soit la COX-1 et la COX-2. Et puis, il y a aussi de l'enzyme qui va être activée en grande quantité au cours de la réaction inflammatoire, notamment par le TNF et l'IL1, vous vous rappelez, je vous l'ai expliqué. Et on va parler donc d'enzymes inductibles, et c'est essentiellement la COX-2. Donc au cours de la réaction inflammatoire, on va produire plus de prostaglandines parce qu'il y a plus de COX-2. Et l'autre chose, pour bien comprendre l'ensemble du système, c'est que le rôle des éicosanoïdes, mais surtout le rôle des prostaglandines, là il y a une erreur, il faudra que je change, c'est qu'il est double. Un rôle physiologique qui va être essentiellement un rôle protecteur,
protection du tube digestif, protection du rein, protection du fœtus, je vais vous en parler, et un rôle physiopathologique dans la mesure où les prostaglandines sont des médiateurs importants, sont impliqués dans les signes cardinaux de l'inflammation. Donc, le but en thérapeutique, et là c'est encore un vœu pieux, c'est d'essayer d'être anti-inflammatoire sans trop toucher, vous êtes d'accord, à la physiologie. La physiologie, si on l'a, c'est que c'est pas pour rien. L'aspirine, sa vraie DCI, c'est l'acide acétylsalicylique. On l'appelle volontiers aspirine. Ça aussi, enfin, je veux dire, l'histoire est finalement un petit peu triste. C'est que après la guerre de 14-18, dans ce qui a été demandé à l'Allemagne, vous savez bien au niveau historique qu'il y a beaucoup de choses qui ont été demandées à l'Allemagne. Eh bien, on a demandé à l'Allemagne d'avoir le droit d'utiliser le nom d'aspirine, de leur prendre le nom de spécialité d'aspirine, de se l'approprier, alors que normalement ça avait été découvert par eux. L'aspirine est très particulière, donc elle inhibe la synthèse des prostaglandines, mais elle est la seule à posséder cette particularité. Elle a deux particularités qui lui sont propres. C'est qu'à faible dose, elle inhibe seulement la cyclooxygénase de type 1. Et quand on augmente les doses, on va inhiber toutes les cyclooxygénases. Alors le petit dessin, là, ça vous représente des feuilles de saule. Parce que dans l'Antiquité, on avait découvert les propriétés anti-inflammatoires de l'écorce du saule, Salix alba, le saule blanc, l'arbre, des feuilles et dans l'écorce du saule blanc. Et le nom d'acide salicylique, au XIXe siècle, on utilisait les patients, la polyarthrite rhumatoïde, enfin les maladies rhumatismales existaient déjà, et donc les gens utilisaient l'acide salicylique. Et puis un monsieur qui s'appelle monsieur Hoffmann avait un beau-père atteint de rhumatisme et il ne supportait pas du tout l'acide salicylique. Alors il s'est dit, tiens, on va acétyler l'acide salicylique parce qu'en général, quand on rajoute un acétyle à une molécule, on diminue sa toxicité. Ça, c'était la chimie du 19e siècle. Et donc, il a utilisé, c'est pas lui qui l'a synthétisé, elle était déjà synthétisée, mais il a eu l'idée d'utiliser en clinique l'acide acétylsalicylique qui s'appelle l'aspirine. La deuxième grande particularité de l'aspirine, c'est qu'elle inhibe les cyclooxygénases de façon irréversible. Tous les autres les inhibent de façon réversible. On va voir à quoi ça sert. Donc là, tous les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous devez considérer qu'ils sont, quand on dit INS, c'est des inhibiteurs non sélectifs de COX-1 et de COX-2. Et puis, il y a quelques années, on a développé des médicaments qui étaient inhibiteurs sélectifs de COX-2, en se disant que ça allait être l'idéal, ça allait être anti-inflammatoire, sans toucher à la physiologie. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc, les coxibes, il y a eu le Vioxx, qui a été supprimé du marché il y a quelques années, et au jour d'aujourd'hui, on utilise encore le Celebrex, qui est inhibiteur sélectif de la COX-2, enfin partiellement sélectif de la COX-2. On s'arrête là. Vous êtes d'accord? On finit. Je suis désolée, ou alors on commande cette diapo. Ah, on reste dans l'inflammation. Non, on s'arrête? On s'arrête. Est-ce que vous avez des questions?